Comment ça se fait que certaines décisions politiques peuvent sembler être une simple nouvelle pour certains, mais une véritable catastrophe pour d'autres? Pour le saisir, on va plonger dans les idées fascinantes du sociologue Pierre Bourdieu. Il nous a légué des outils vraiment puissants pour voir les forces invisibles qui façonnent nos vies. C'est ce qu'on va explorer ensemble. Longtemps, j'ai cru que la politique était le nom d'une malédiction. C'est une phrase qui frappe, hein? Elle vient de l'écrivain Édouard Louis et elle nous met tout de suite dans le bain. Pour lui, pour sa famille, la politique, c'était pas une discussion abstraite autour d'un verre de vin. Non, c'était une force très concrète, presque une divinité qui décidait s'ils allaient manger ou pas. Une réalité vécue directement dans leur corps. Et ça, c'est la question centrale. Comment une seule et même loi, une seule et même réforme peut signifier la faim et l'angoisse pour une famille, et pour une autre, n'être qu'un simple sujet de conversation au souper? C'est ce fossé, ce gouffre immense que la pensée de Bourdieu va nous aider à éclairer. Alors pour commencer, explorons ça de plus près. Comment des gens qui vivent dans le même pays peuvent en fait habiter des mondes complètement, mais alors là, complètement différents? Prenez une phrase toute simple. J'ai plus d'argent. Édouard Louis raconte que pour sa mère, ça voulait dire que le porte-monnaie était vide, vraiment vide, et qu'il fallait demander de l'aide pour acheter un paquet de pâtes. Pour ses amis parisiens plus tard, c'était une phrase qu'on lance au restaurant juste avant de sortir sa carte de crédit. Exactement les mêmes mots, mais deux réalités, deux univers qui ne se croisent jamais. Pour les gens de son village, la politique, c'était du concret. Une aide sociale, c'était pas un chiffre dans un budget. C'était littéralement du beurre dans les épinards. Une allocation qui augmente, c'était pas une statistique. C'était la chance incroyable de pouvoir amener les enfants voir la mère pour la première fois. La politique, c'était la différence entre avoir des médicaments ou pas, manger à sa faim ou pas. Bref, c'était une question de vie ou de mort. Et de l'autre côté, pour les plus privilégiés, leur capital, et on va voir que ça veut dire bien plus que juste de l'argent, agit comme un immense bouclier. Une crise économique, une réforme, ça devient un sujet de discussion, peut-être une petite inquiétude pour les placements, mais ça ne menace pas leur survie. Les tempêtes politiques passent, mais leur monde à eux, il reste bien à l'abri. D'accord. Mais alors, comment on fait pour analyser ces forces invisibles? C'est là que Pierre Bourdieu devient notre guide. Il nous a offert une véritable boîte à outils conceptuelle pour décoder la mécanique cachée de la société. L'écrivaine Annie Ernaux a parfaitement résumé l'effet que peut avoir la lecture de Bourdieu. Elle dit que ce n'est pas une violence, mais une reconnaissance. C'est-à-dire que pour ceux qui ont vécu ces inégalités dans leur chair, lire Bourdieu, c'est un soulagement. C'est enfin avoir les mots justes pour nommer une injustice qu'on a toujours ressentie sans toujours savoir comment l'expliquer. OK, premier outil, le capital. Mais attention, quand Bourdieu parle de capital, il ne parle pas juste d'argent. Il nous montre qu'il y a d'autres formes de richesse, tout aussi importantes. Le capital culturel, nos diplômes, notre façon de parler, nos connaissances. Le capital social, notre réseau de contacts, les gens qu'on connaît. Et le capital symbolique, notre prestige, notre réputation. Toutes ces richesses invisibles déterminent notre place dans le monde. Deuxième outil, et celui-là, il est fondamental, l'habitus. Le meilleur moyen de le comprendre, c'est de l'imaginer comme un genre de logiciel social qu'on a installé en nous depuis qu'on est tout petit. Ce logiciel façonne nos goûts, nos réflexes, notre façon de bouger, de penser. C'est l'habitus qui fait qu'on se sent à notre place dans un milieu et complètement mal à l'aise dans un autre. Il roule en arrière-plan constamment et guide nos choix sans même qu'on s'en aperçoive. Bon, maintenant qu'on a ces outils, le capital et l'habitus, voyons comment ils nous aident à déconstruire quelque chose qu'on croit très intime, très personnel, nos goûts. En 1979, Bourdieu publie son livre le plus célèbre, La Distinction. Et c'est une véritable bombe. Sa thèse, un peu brutale, c'est que nos goûts, ce qu'on aime en musique, en art et même en nourriture, ne sont pas vraiment à nous. Ils ne viennent pas de nulle part. En fait, ils sont le reflet direct de notre position dans la société. La phrase clé du livre, c'est celle-ci. Le goût classe et classe celui qui classe. Qu'est-ce que ça veut dire? En gros, ça signifie que quand on dit « j'aime ça » ou « j'aime pas ça », on ne fait pas juste donner notre opinion sur un film ou un plat. On révèle aussi, sans le vouloir, notre propre place dans la hiérarchie sociale. Nos choix nous classent. Et cette logique de classement, on la retrouve partout. D'un côté, il y a le goût pur des classes dominantes, où c'est la forme qui compte plus que le contenu. On aime l'art pour l'art. Et de l'autre, il y a le goût de nécessité des classes populaires, qui valorisent la fonction, le concret. On veut un plat qui remplit l'estomac, une chanson qui nous fait sentir quelque chose, un langage direct, sans chichi, le fameux franc-parler. Maintenant, allons encore plus loin. On va s'attaquer à la forme de pouvoir la plus insidieuse, la plus subtile et pour Bourdieu, la plus efficace de toutes. C'est ce que Bourdieu a appelé la violence symbolique.
C'est une domination qui n'a pas besoin de force physique, pas besoin de police. Sa plus grande force, c'est qu'elle fonctionne avec la complicité de ceux qui la subissent. Comment? En faisant en sorte que les dominés adoptent la vision du monde des dominants au point de trouver leur propre position normale, naturelle, voire même juste. L'exemple parfait de ça, c'est la domination masculine. Bourdieu montre comment elle tient depuis si longtemps parce que les rôles de genre nous sont présentés comme étant biologiques, naturels. On nous vend des oppositions comme actif-passif, public-privé, dur mot, comme si elles allaient de soi. Et la hiérarchie n'a même plus besoin de se justifier. C'est le triomphe de la violence symbolique. Bon, tout ça, ça peut sembler un peu décourageant. Ça nous amène à une question cruciale. Si on est à ce point façonné par des forces sociales, est-ce qu'il nous reste une once de liberté? Est-ce qu'il y a une sortie de secours? Il faut dire que la vision de Bourdieu est assez sombre. Pour lui, une bonne partie de notre vie est une lutte désespérée pour la reconnaissance. On veut juste qu'on nous dise qu'on a le droit d'exister, qu'on n'est pas insignifiant. Et cette quête nous met tous en compétition les uns contre les autres. C'est une guerre de tous les instants pour l'existence symbolique. Mais alors, c'est quoi l'issue? Pour Bourdieu, la seule véritable échappatoire, c'est l'autonomie. Être autonome, ça veut dire quoi? Ça veut dire décider de ne plus jouer le jeu social selon les règles des autres. C'est arrêter de courir après les honneurs, les titres, la reconnaissance officielle. C'est de créer ses propres règles du jeu et de définir soi-même ce qui a de la valeur. Et Bourdieu voyait 3 grands espaces où cette autonomie est possible. D'abord, dans l'art et la science, où un créateur peut inventer ses propres critères de réussite. Ensuite, en politique, quand des groupes décident de ne plus laisser les autres parler à leur place. Et enfin, et c'est peut-être le plus touchant, dans l'amour et l'amitié. Il décrit ces relations comme une île enchantée, un petit refuge où les règles de la compétition sociale sont suspendues et où 2 personnes se donnent l'une à l'autre une justification totale d'exister. Et on termine avec une question un peu vertigineuse. Cette quête d'autonomie, cette idée de créer ses propres règles, ses propres petits mondes, est-ce que ça peut coexister avec le projet d'une société plus juste pour tout le monde? Autrement dit, est-ce qu'en cherchant à se sauver soi-même, on ne risque pas de tourner le dos à un monde commun? C'est le paradoxe que nous laisse Bourdieu et il est plus pertinent que jamais.